Pardon? Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Donc, نبدأ كما مولفين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau chapitre sur le module capteur intelligent. On va voir, euh, on va commencer par définir les capteurs intelligents. Quel est le domaine d'utilisation des capteurs intelligents, ainsi que quelles sont les différentes applications utilisées par les capteurs intelligents. On passe. Nous avons que toujours le développement industriel nécessite une instrumentation coûteuse. Donc, tout ce qui concerne l'industrie, le matériel utilisé pour la fabrication, etc., des machines, etc., sont coûteuses. Pour la nécessité de développer un matériel utilisé dans le domaine de l'industrie, premièrement, il faut avoir la maîtrise des procédés de fabrication. Deuxièmement, la maîtrise de la qualité des produits finis. Lorsqu'on arrive à avoir un produit fini à la fin d'une chaîne de production, il faut que ce produit soit acceptable ou respecte les normes de fabrication. Dans ce cas, on a besoin de la mise en place des capteurs sur l'ensemble de procédés de fabrication. Donc, on doit avoir des capteurs soit au début de la chaîne, milieu, la fin de la chaîne, etc. La capacité du capteur à tenir compte de son environnement et à définir son état de fonctionnement. Nous avons toujours que l'introduction d'une capacité locale de calcul grâce à la miniaturisation. Dans ce cas, on arrive à avoir ou à construire les capteurs dits de capteurs intelligents. Il faut que nos matériels utilisés pour la fabrication et le contrôle ne soient pas volumineux. Maintenant, on passe à définir c'est quoi un capteur intelligent. On peut définir un capteur intelligent comme étant un système composé de plusieurs sous-systèmes dont les fonctions sont clairement distinctes avec les principaux sons. Soit nous avons dans ce capteur intelligent un ou plusieurs capteurs. Nous avons aussi les conditionneurs qui sont associés à ces capteurs. Nous avons un organe de calcul interne plus une interface de communication. Donc, voici la représentation d'un capteur intelligent. Donc, vous avez l'entrée des capteurs toujours, c'est ce qu'on appelle les mesurandes qui sont accompagnées par les grandeurs d'influence. La sortie du capteur, ça sera l'entrée pour un conditionneur ou bien un amplificateur. Après, on passe à la conversion du domaine analogique au numérique parce que ce départ, les données ternes sont analogiques. Après, on passe à un organe de calcul interne. Et à la fin, à travers une interface de communication et des bus, l'information à la sortie, ça sera envoyé vers un calculateur central ou bien unité de traitement, exemple un micro-ordinateur. Quelle est la différence entre les capteurs intelligents et les capteurs classiques? C'est bien sûr la capacité de calcul interne. Et bien sûr, nous avons dans ce cas une interface de communication bidirectionnelle, c'est-à-dire dans les deux sens. Le fonctionnement d'un capteur intelligent, donc nous avons que le capteur intelligent, c'est un capteur fournissant une mesure plus d'autres services. Nous avons des fonctionnalités nécessaires à une instrumentation industrielle. Si on va prendre comme titre d'exemple le domaine de métrologie, nous avons que les capteurs intelligents ont une capacité d'auto-adaptabilité, le remplacement des données manquantes, validation de mesures, plus traitement de signal. Domaine de maintenance, on trouve l'autosurveillance, l'autodiagnostic et le contrôle à distance. Pour la mise en service, nous avons la configuration à distance.
Pour les fonctionnalités métrologiques, par exemple, on a dit qu'il a comme propriété l'auto-adaptabilité, c'est-à-dire que notre capteur intelligent a une capacité à s'adapter au signal de mesure. Exemple, un amplificateur à gain variable ou bien des filtres à fréquence de coupure variable. Ici, par exemple, pour le signal qui a un gain égal à 1, ici, nous avons le même signal, mais cette fois-ci, son gain égal à 0,5. Deuxième propriété, c'est bien le remplacement des données manquantes. Donc, si on trouve des défaillances ponctuelles du capteur, dans ce cas, on aura des données non disponibles à un temps T. Les techniques permettant d'estimer les données manquantes à partir de données disponibles, bien sûr. Nous avons aussi la précision et la validation des mesures. Pour la précision, donc c'est la prise, pardon. Donc, pour le remplacement des données manquantes, nous avons défaillance ponctuelle des capteurs. Dans ce cas, on aura des données non disponibles à un certain temps T. Donc, si vous avez, par exemple, des données dans un intervalle de temps entre 0 et 10, à des moments, à des certains moments, par exemple, entre 5 et 6, vous n'aurez pas de données. Dans ce cas, votre capteur, il va essayer de attribuer des valeurs à ces instants de temps. Donc, les techniques permettant d'estimer les données manquantes à partir des données disponibles. Pour la précision et la validation des mesures, pour la précision, donc, c'est la prise en compte et compensation des grandeurs d'influence. Si vous avez comme titre d'exemple la température et la pression, pour la validation des mesures, nous avons l'évaluation de la qualité de la mesure, détection de mesures aberrantes. Ce qui concerne le traitement signal, donc c'est la mise en place à proximité de la source de données d'un système de traitement de l'information, le filtrage des résultats pour n'obtenir que l'information utile dans ce cas. Maintenant, pardon? Maintenant, si on va parler toujours avec les applications des capteurs pour fonctionnalité de maintenance, nous avons la configuration à distance. Dans ce cas, on aura une communication bidirectionnelle plus traitement numérique des données, ce qui implique qu'on aura une flexibilité instrumentale. À titre d'exemple, nous avons la transmission d'un fichier d'initialisation ou bien d'un programme de traitement a priori. Pour l'exploitation et détection de défauts et recherche de diagnostic, toujours après configuration, le système est autonome. La transmission de l'information elle est utile pour la surveillance de process, détection d'anomalies et déclenchement d'une alarme, ce qui implique toujours un déclenchement d'une alarme si nous avons, par exemple, système d'alarme pour incendie, pour un défaut de fabrication, pour une machine etc. Détection de défauts et recherche de diagnostic, c'est l'étude des réalisations de cause à effet entre l'anomalie et sa cause. L'analyse statistique, test d'hypothèses, calcul d'estimés et comparaison avec des données réelles. La connaissance des propriétés statistiques du bruit est importante puisqu'elle permet de mieux modéliser les aléas de notre signal. Maintenant, si on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'autodiagnostic, toujours la capacité d'un capteur à effectuer l'évaluation de son état de fonctionnement et de diagnostiquer l'élément éventuel en dysfonctionnement. Donc, c'est une caractéristique importante d'un capteur intelligent. Ici, vous avez un exemple de montage pour auto-diagnostic. Donc, nous avons des données qui sont passées à travers un capteur et multiplexage sont envoyées soit à un amplificateur ou bien après la sortie à l'amplificateur, ça sera l'entrée à un convertisseur analogique numérique. Ici, nous avons la sortie du capteur analogique numérique est traitée par un processeur. Et dans ce cas, vous aurez toujours la comparaison de vos résultats se fait à travers une référence, une tension de référence ou une valeur de référence. La mise de la masse d'entrée, donc dans ce cas, on aura une mesure d'une tension de décalage.
les entrées mises à une tension de référence. Dans ce cas, on aura mesure de gain. Le contrôle de l'entrée via un convertisseur numérique analogique, c'est la validation du bon fonctionnement de notre convertisseur analogique numérique et numérique analogique. Toujours avec l'autodiagnostic, maintenant nous avons autodiagnostic d'un amplificateur différentiel. Donc vous avez la masse, une tension de référence, la masse avec toujours la tension de référence, deux tensions V1 et V2 qui passent à travers un amplificateur opérationnel, un montage de pans de résistance. Par exemple, ici vous avez la tension V1 égale à 0, la tension V2 égale à 0. Après, on aura V1 égale à V référence et V2 reste toujours 0. Après, on passe à V1 égale à 0 et V2 prend la valeur de V référence. Et à la fin, on n'aura que V1 égale à V référence et V2 égale à V référence. C'est la validation du gain différentiel et le taux de réjection du mode commun. Pour l'autodiagnostic des capteurs, il est difficile car il faudrait appliquer au capteur une grandeur physique, donc l'étude connue. Les questions sont: la grandeur mesurée est-elle comprise dans la mesure? Est-ce que la grandeur mesurée est-elle compatible avec l'historique? Est-ce que la rapidité de variation de la grandeur mesurée est-elle raisonnable? Est-ce que la grandeur mesurée fluctue? On passe maintenant à la structure d'un capteur intelligent. Nous avons qu'un capteur intelligent a une structure très variable et dépend fortement des technologies utilisées. L'objectif toujours, c'est faire la miniaturisation avec un seul boîtier. Si vous avez pour une structure minimale le capteur, par exemple, accompagné de données de température qui passent à travers un conditionneur et un amplificateur. Après, on passe un convertisseur analogique numérique, un microprocesseur et la sortie est transmise à travers un bus. Dans ce cas, la compensation de température plus une unité de calcul locale. Donc ça, c'est pour une structure minimale. Si nous avons une structure complexe, nous avons le capteur avec des données par exemple, de mesure de température, plus une tension de référence, plus la masse, etc. Le conditionneur, les données sont passées à travers un conditionneur amplificateur. On fait la conversion analogique numérique. Après, on passe au microprocesseur. La sortie, ça sera des entrées-sorties et bus. Nous avons une communication bidirectionnelle avec la ROM et la RAM. La sortie, après, on fait l'opération inverse, on fait la conversion numérique analogique et ça sera une entrée pour notre unité de calcul locale. Si on va parler maintenant pour la structure de software, quels sont les langages utilisés? Nous avons dans la plupart des cas, on utilise le langage machine propre au microprocesseur. Vous avez le Texas et le Motorola. Sinon, on va utiliser le langage C. Quel est l'avantage du langage machine? C'est bien l'optimisation en vitesse et en mémoire. Et pour l'avantage du langage C, par exemple, ce sont des langages généralistes avec des codes portables. Maintenant, pour le mode de traitement de données, donc si nous avons pour les blocs, c'est l'attente d'un certain nombre de données avant de lancer un traitement. Titre d'exemple, vous avez la moyenne statistique sur les 100 dernières valeurs. Le flux, c'est le traitement des données à l'arrivée de chaque donnée. Comme titre d'exemple, vous avez des tests de validité de données. Exemple d'application classique à travers la transformée de Fourier, à travers un filtrage ou bien tout simplement l'étude de l'onde de forme. Il y applique le cadre de classification et le domaine de reconnaissance. Maintenant, si on va parler côté capteur intelligent et application réseau, nous avons que les capteurs intelligents, c'est un dispositif communiquant. Pourquoi est-il important? Nous avons la conversation avec l'unité de calcul centrale ou bien avec l'organe de supervision. Nous avons plusieurs fonctionnalités sans client du service de communication. La transmission de données, donc le transfert des mesures, la commande des communications, des résultats de traitement de signal, etc.
Pour une configuration et contrôle à distance, nous avons ce qu'on appelle l'autodiagnostic, le transfert de fichiers de configuration. Voici des exemples de liaison entre capteur et superviseur. Ici, vous avez tout simplement une liaison privée. Ici, vous avez une liaison de type réseau. Toujours avec les capteurs intelligents et les réseaux, pour les liaisons privées de ce type de liaison point à point, donc nous avons tout simplement un simple interlocuteur. Quand vous voyez bien dans cette figure, mini réseau par liaison privée. Donc, on a besoin soit de communication parallèle ou bien série, des courtes distances inférieures qui peut atteindre jusqu'à 20 mètres, des protocoles classiques en utilisant le RS 232, mise réseau possible, simple à mettre en œuvre, mais faible débit, distance limitée et nombre de capteurs limité. Pour les réseaux locaux, l'ensemble des capteurs forme un réseau local, soit un protocole de communication et une topologie prédéfinie. L'avantage, c'est qu'il permet de faire communiquer plusieurs capteurs de nature différente et le nombre de capteurs évolutif. La diffusion, elle est rapide, proche du temps réel et plus, nous avons la fiabilité. Il existe des réseaux spécifiques à la communication de systèmes industriels, par exemple les réseaux de terrain. Toujours avec des exemples de capteurs intelligents, ici nous avons l'objectif, c'est la mesure et reconnaissance automatique des composants chimiques. Capteur chimique plus conditionneur, donc vous avez capteur, multiplexeur, convertisseur analogique numérique. Ici, nous avons la partie conditionnement du capteur plus un contrôleur d'interruption, séquenceur par exemple de 16 voies, gestion mémoire, réseau de neurones artificiels de type perceptron multicouche, l'utilisation de FPGA, la transmission de données, plus une liaison bidirectionnelle avec une RAM de 512 kg. Ça, c'est la structure classique d'un capteur intelligent accompagné d'un module de reconnaissance de forme et volume. Maintenant, si on va parler côté capteur intelligent et l'automobile, nous avons que l'industrie automobile est fortement consommatrice de capteurs intelligents et truffe les voitures de ces systèmes. Pour détecter le niveau d'essence, vous avez besoin d'un capteur traditionnel mesure de profondeur. Pour le volume, les profondeurs, mais fonction monotone croissante de profondeur. La solution intelligente, c'est bien la mesure de profondeur plus un microprocesseur pour calcul de fonctionnement. Pour l'ABS, nous avons la mesure de la vitesse de rotation des roues à travers des codeurs et la vitesse du véhicule, nous avons l'effet Doppler. Sinon, concordance entre les vitesses, dans ce cas, on aura un dérapage, ce qui implique la communication entre capteur et un superviseur. Ici, vous avez direction assistée, suspension active plus ABS, des feux de signalisation, combustion plus starter, centrale électronique, un gaz d'échappement, détecteur de proximité, la jauge d'essence. Donc ça, c'est à l'intérieur, bien sûr, de notre véhicule. On termine toujours avec une conclusion. Nous avons que le développement et l'utilisation de capteurs intelligents est en plein essor, ce qui implique le développement d'applications, la miniaturisation et l'augmentation de la puissance des composants électroniques, déportation du module de traitement de signal. Dans ce cas, on aura des communications haut débit et évolues, donc en se basant sur les réseaux de terrain. On conclut que l'intégration de capteurs intelligents dans les systèmes d'information, elle est indispensable. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.